Bonjour Frédéric Savicki. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté mon invitation. Frédéric, tu es politologue, professeur de sciences politiques. J'avais envie de te recevoir aujourd'hui pour avoir un peu ta lecture de ce premier tour des élections régionales et départementales. D'abord, évidemment, une première question sur l'abstention, un record sous la Ve République. Alors, chacun y va de son explication, la crise sanitaire, la crise démocratique. Pour toi, c'est quoi? C'est un désintérêt des Français ou c'est un message précisément envoyé par les Français? C'est quoi les raisons principales de cette abstention massive, d'après toi? Alors, un message sûrement pas, c'est-à-dire que au sens où on a une pluralité incroyable de raisons possibles de ne pas être allé voter. Donc bon, celui qui résume ça à une seule explication est un escroc ou une escroc, parce que les données dont on dispose sont d'abord trop lacunaires, donc on est condamné finalement à faire des interprétations, alors pas complètement des interprétations en l'air bien sûr, hein, mais enfin bon, on regarde par rapport aux élections précédentes, on peut examiner aussi évidemment le contexte politique et en déduire un certain nombre de choses. Bon, donc tout ça, tout ça peut plus ou moins s'agréger pour expliquer que pour des raisons différentes, ici ou là, les Français ne sont pas sentis intéressés, captés suffisamment par cette élection. Je pense que c'est de là dont il faut partir. C'est demander, quand les gens ne votent pas, pourquoi estiment-ils, s'ils sont au courant, hein, Ouais. parce que là c'est encore une autre question, pourquoi estiment-ils s'ils sont au courant que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Alors, il y a plein d'explications possibles à ça, qui du coup s'agrègent. Une explication qui est commune aux autres élections locales, régionales et départementales, c'est que les gens ont du mal enfin, les électeurs, beaucoup d'électeurs ont du mal à identifier précisément quels sont les enjeux de cette élection, connaissant mal finalement les missions, les prérogatives des départements et des régions. Et quand ils les connaissent, ils voient sans doute encore plus mal finalement ce qui distinguerait les orientations politiques des uns et des autres une fois qu'ils sont aux commandes. Et c'est vrai que quand on regarde la façon dont les régions ou les départements sont gouvernés, et puis les messages qu'elles produisent à travers leur communication, le magazine du conseil régional, le magazine du département, ou les tracts électoraux. Bon, il faut parfois regarder à la loupe pour deviner que la région est plutôt de gauche ou plutôt de droite, ou quand on regarde des programmes, qu'est-ce qui vraiment les distingue. Alors bon, bien sûr, les candidats en campagne font des efforts pour essayer de marquer leurs différences, mais enfin, c'est pas très net. On peut pas dire que aujourd'hui il y ait des régions clairement distinctes en fonction de leur couleur politique, dans les politiques qu'elles mènent, dans les discours qu'elles tiennent. Donc ça facilite pas non plus la politisation. Puis si on ajoute à ça, bon là, un élément de contexte qui, alors c'est quoi le contexte? C'est pas simplement la crise pandémique, mais c'est aussi le fait qu'effectivement, à raison de cette crise, il n'y a pas eu de campagne très intense, au cours de ces dernières semaines, on a beaucoup parlé d'autre chose que des enjeux des régionales. Alors, je ne parle même pas des départementales. Dans la presse On nationale, n'en a pas c'était très parlé. peu évoqué. Ce qui fait que je ne suis même pas sûr que beaucoup d'électeurs savaient qu'il y avait des élections ce dimanche. Bon, voilà. Et dernier élément, évidemment, qu'est-ce qui fait voter les gens des élections locales, régionales et départementales en temps normal? C'est pas seulement et principalement parce qu'elles veulent se positionner sur des enjeux locaux, c'est aussi parce qu'elles utilisent ce bulletin de vote pour éventuellement exprimer une satisfaction ou une colère, une déception vis-à-vis du gouvernement. Or là, c'est pas le cas, parce que, ou très peu le cas, ou très marginalement le cas. D'abord parce qu'il n'y a pas de sortant, les candidats En Marche sont très peu connus. Moi, j'étais frappé de constater quand même l'illusion qu'avait le gouvernement qu'en mettant des ministres, ça allait clairement identifier, mais la plupart des ministres ou secrétaires d'État sont très peu connus, et je pense qu'ils ne sont connus que des gens qui suivent l'actualité très politique très précisément. Donc, je ne suis même pas sûr que beaucoup de personnes aient clairement identifié les listes dites En Marche comme étant des listes de soutien au président de la République, ou en tout cas, voilà. Donc,
c'est ça qui explique que probablement ceux qui sont le plus mobilisés sont ceux qui connaissent le mieux les enjeux politiques, et en particulier les enjeux politiques territoriaux, qui ont un intérêt à ça, une vigilance sur ces questions-là. Qu'au bout du compte, évidemment, les présidents de région en place, les plus visibles, les plus connus, les plus reconnus, ont pu mobiliser leurs électeurs. C'est-à-dire dans les régions de droite, présidées par la droite, ou les départements présidés par la droite, bon, les gens qui ont intérêt à ça, qui sont peut-être plus mobilisés pour reconduire la majorité. Puis dans les régions plus orientées à gauche, les électeurs de gauche se sentent peut-être un peu plus les politisés, plus enclins à les voter pour confirmer finalement cette majorité, et les autres moins. Voilà. Donc tout ça ne doit pas conduire à imaginer, par exemple, que pour l'élection présidentielle, on aura une reconduction d'un même désintérêt ou désaffection pour les urnes, ou que les comportements politiques seront les mêmes, parce que les 70% de gens qui n'ont pas voté se répartissent inégalement, hein, probablement d'abord selon les caractéristiques sociales, générationnelles, selon les préférences politiques. Et donc, ceux qui déduisent, par exemple, que le Rassemblement national, finalement, va probablement avoir des scores moins élevés que ceux qu'annonçaient par les temps de sondage dans la perspective présidentielle, se fondent sur des éléments extrêmement peu crédibles. On va revenir sur l'élection présidentielle tout à l'heure, mais quand même encore un mot sur la gauche. La gauche semblait résister, notamment dans les régions où elle est sortante. Certains pronostiquent qu'elle pourrait gagner peut-être 2 régions, les Pays de la Loire, peut-être même l'Île-de-France, même si ça reste plus incertain. Donc peut-être un regain de mobilisation de l'électorat de gauche. Le PS s'en tire pas trop mal non plus, 16% à l'échelle nationale, suffisant pour Olivier Faure pour affirmer que le PS est redevenu la force centrale à gauche. Il a raison? Bon, là, évidemment, le jeu du commentaire politique, aussi bien à gauche qu'à droite, qu'au centre ou qu'à l'extrême droite, reprend ses droits, c'est bien compréhensible. Mais évidemment, à partir du moment où on a un taux de participation aussi faible, tout ce que nous disent évidemment ces résultats, c'est de traduire finalement l'état de l'implantation politique différentielle des partis politiques. Donc évidemment, le PS ayant beaucoup plus de sortants et de départements, de régions, de cantons à son actif que les autres forces de gauche, dans un contexte où bon, il n'est plus au pouvoir depuis un certain nombre d'années, et où seuls votent probablement les électeurs les plus convaincus, les plus politisés. Bon, s'en sort naturellement bien. C'est le contraire qui eût été vraiment très étonnant. C'est-à-dire qu'on se serait dit, mais alors les seuls électeurs à aller voter sont ceux qui restent très marqués par la déception du quinquennat Hollande, et auraient voulu resanctionner en quelque sorte les socialistes. Bon, quand on regarde dans le détail, ce qui est quand même qui est quand même très très remarquable, c'est que beaucoup, notamment pour les cantonales, les cantonales, pardon, les cantons, les départementales, pardon, je suis un vieux monsieur. Ce qui est quand même frappant, c'est que beaucoup de candidats dits socialistes se sont présentés sans l'étiquette socialiste, ou en euphémisant beaucoup leur appartenance au Parti socialiste. D'ailleurs, pas mal sont classés divers gauche par le ministère de l'Intérieur, et sont d'anciens socialistes qui ont pris leur distance. Par ailleurs aussi, il y a quand même beaucoup de socialistes qui se sont présentés aux élections départementales en binôme avec des écologistes ou des divers gauches. Donc c'est très compliqué effectivement de faire le détail. Bon, au niveau régional, bien sûr, les présidents sortants et sortantes étaient tous socialistes. Il n'y avait pas de communistes, il n'y avait pas d'insoumis, il n'y avait pas d'écologistes qui présidaient des régions, donc ils étaient logiquement en situation de force. Ceci dit, lorsqu'ils ont composé leur liste, ils ont souvent dû céder des places à des partenaires pour être sûrs d'arriver à reconduire leur position. Donc, c'est pas que des socialistes qui sont sur les listes dirigées par les... Et on a aussi fait l'effort d'aller chercher des gens de la société civile pour diversifier. Donc, oui, les socialistes sauvent bien la mise, et pourraient bien non seulement sauver la mise, mais l'augmenter un peu. Mais
les scores, évidemment, en chiffres de suffrages non pas exprimés, mais en pourcentage des inscrits, sont incroyablement faibles le PS ne se maintient souvent que parce qu'il accepte et il tolère une grande, on pourrait dire, élasticité dans l'usage de l'étiquette socialiste par ses candidats. Voilà. Alors, on est loin aussi de parler d'une vague verte, mais pourtant, quand on regarde de près, ils doublent eux aussi. Alors, je dis eux aussi, mais non, en fait, c'est surtout eux, ils doublent leur score dans pas mal de régions, au point de rassembler justement derrière eux certaines euh, autres formations, les socialistes, les insoumis, les communistes, notamment en Île-de-France et dans les Pays de la Loire. Quelle lecture tu fais justement de ce qui se joue à gauche, et notamment par la dynamique? On l'a vu aux dernières élections, aux européennes, aux municipales, avec les grandes surprises de grandes villes chez les écologistes. C'est quand même un écologiste qui porte l'alliance des socialistes et des insoumis dans la région capitale. Euh, comment on perçoit, comment on regarde ça, le score des écologistes? Bon, d'abord, il faut quand même rappeler que les élections régionales pour Europe Écologie Les Verts, ou pour les différentes appellations de partis écologistes depuis 86-92, sont toujours des élections favorables. Elles sont favorables parce qu'elles ont lieu au scrutin proportionnel. Elles sont aussi favorables parce que autant les écologistes ne sont pas vus forcément comme des gens capables de gouverner un pays, manque d'expérience, sont vus comme ayant ne couvrant pas l'ensemble des questions politiques et sociales, etc. Mais autant au niveau régional, à la fois leur discours très décentralisateur, leur discours pro-environnement, développement des transports publics, donc c'est une compétence effectivement des régions, etc. C'est quelque chose qui leur va plutôt assez bien. Il n'y a pas besoin d'avoir une implantation locale très très dense leur posture, on pourrait dire régionaliste et localiste, leur séduit et en particulier effectivement des électeurs de centre-gauche qui peuvent aux élections nationales voter pour le PS, voire la élection pour les insoumis, qui là et finalement ont à cœur de voter pour les écologistes, d'autant plus que le mode de scrutin proportionnel leur assure, même s'ils n'ont pas la majorité, une représentation. Donc, voilà, il faut quand même rappeler quand même cet élément-là, c'est plutôt favorable. Donc, si on compare, par exemple, la performance électorale des écologistes à cette élection, sans tenir compte du taux de participation, en regardant simplement par rapport donc au pourcentage des exprimés, les écologistes font aussi bien qu'ils l'ont fait en 2010, par exemple. Un peu moins bien qu'en 2014, mais en 2010. Donc, en fait, donc il n'y a pas, ces élections ne sont pas une percée extraordinaire des écologistes. Ce qui est frappant, en revanche, c'est qu'en ayant un score de 12, 13, 14%, bon, alors, exception dans les Pays de Dans les Pays Loire, de la Loire. mais où ils atteignent les 18%, mais il y avait une exception quand même tout à fait intéressante d'un candidat qui vient d'En Marche et qui a réussi à agréger non seulement des écologistes, mais des insoumis. Donc, bon, voilà. Donc, c'est quand même, c'est pas j'allais dire, de 100% bio. Justement, sur ces alliances, beaucoup, là, ces jours-ci, fustigent, y compris Manuel Valls encore aujourd'hui, qui parle de ces gauches irréconciliables qui s'allient et que c'est des gauches qui perdent tout sens politique. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ce que ces gauches-là arrivent à faire à l'échelle régionale, là où ça paraît compromis à l'échelle nationale, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ce sont des alliances de façade? Comment tu vois ça? Et je ne sais pas si on peut parler de ça d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as remarqué, le soir du premier tour, beaucoup des sondeurs ou des commentateurs parlaient du bloc de gauche en rassemblant les voix des socialistes, des écologistes, des insoumis, faisant un bloc quasiment à 34% face à une droite qui serait à 28% et un RN à 18-19%, comme si la gauche était du coup majoritaire dans le pays. Est-ce que ça a du sens? Alors, juste peut-être pour terminer de répondre à la question précédente sur les écolos, est-ce qu'ils ont fait une bonne performance, etc. Donc, ce qui est quand même intéressant de noter, c'est qu'effectivement, comme tu le disais, il y a quand même des régions où les écologistes passent devant les socialistes, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en ayant à peu près le même niveau finalement de mobilisation électorale, autour de 12, 13, 14%, la baisse du PS ou de l'alliance souvent du PS et du PC, d'ailleurs dans la plupart des régions, a fait que les écologistes, à la faveur de ce surcroît de mobilisation finalement en leur faveur,
et on l'a vu aussi en Île-de-France, ont pu passer devant. Et donc, du coup, comme évidemment la gauche est à un niveau globalement bas, ils imposent d'une certaine façon, ou ils s'imposent comme les leaders du second tour, sauf précisément là où les socialistes sont devant et nettement devant. Là, comme par hasard, bon, les Verts ont une autre stratégie qui est de plutôt maintien. une stratégie solitaire. Je ne dis pas que les responsabilités sont pas partagées, mais enfin, je constate que dans les 3 régions où les socialistes sont devant, ou enfin 3 des régions où les socialistes sont devant, 2 nettement, on va dire, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, et puis l'autre moins nettement, évidemment, en Bretagne. Bon, voilà, les écolos se disent, il n'y a pas tant de chances que la région bascule à droite, donc on va se compter, et on aura plus enfin, c'est ça le truc, hein, on aura Élu. peut-être plus de représentants et d'élus au bout du compte pour peser. Donc, bon, voilà. Donc, il y a évidemment cette... alors, pour ta question qui est venue après sur est-ce que ça a un sens d'agréger tout ça, bon, c'est probablement oui et non. C'est-à-dire que non, dans le sens où, je viens de l'illustrer, il y a des cas où l'alliance, même dans l'exception de la région Hauts-de-France, c'est fait dès le premier tour, mais il y a beaucoup de cas où, au fond, on s'allie et où, du coup, les écologistes, on peut dire clairement, se marquent à gauche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'alliance avec En Marche. Alors la question s'est sans doute pas posée parce que les scores, évidemment, des candidats En Marche ont été suffisamment élevés pour que ça se pose. Il n'y a évidemment pas eu de stratégie éventuellement, comme on l'a pu le voir dans certains lenders allemands, d'alliance avec la CD, des Verts et des Grünen avec la CDU. Là, ça ne s'est pas posé non plus parce que la droite est trop à droite. Enfin bon. Donc, évidemment, ces régionales marquent, comme les municipales d'ailleurs, clairement l'ancrage à gauche des écologistes. C'est-à-dire que les partis de gauche restent leurs alliés principaux et en plus, avec cette particularité, on l'a vu au premier tour, qu'ils peuvent aussi faire alliance avec LFI ou avec le PC dans certaines régions contre les socialistes. Bon, donc là-dessus, il n'y a pas de... J'allais dire, il y a des éléments qui plaisent en même temps. Du point de vue, j'allais dire, alors là, tactique, on voit bien que la tentation des écologistes, c'est d'être très pragmatique. C'est-à-dire que là où ils ont besoin des autres, ils s'allient. Là où ils sentent que les autres peuvent passer, mais qu'eux ont plus d'intérêt à continuer à se démarquer, y compris au deuxième tour d'élection, ils jouent perso. Alors, d'aucuns vont dire, mais oui, mais tout ça, c'est parce que le parti écologiste est très décentralisé et ce sont les régions qui définissent les lignes politiques et la direction nationale n'a que peu de pouvoir pour intervenir, encore que, on l'a vu en PACA, elle sait intervenir quand même quand il faut. Et donc, ça explique cela, mais en fait, ça arrange aussi la direction nationale au total que les écologistes ne s'alignent pas partout nécessairement sur les autres. C'est-à-dire qu'on est un peu dans la stratégie de, bon, ben voilà, quand on est en tête, ou quand on peut maximiser les gains, ou alors quand on est sûr de perdre tous et qu'on risque de perdre encore plus, bah, on s'allie. Et puis là où ça nous est profitable, bah, on joue la carte perso, quoi. Et idem aussi il faudra regarder en détail pour les élections départementales, ou au moins, bon, alors, je ne sais pas ce qui va se passer, il y a relativement peu quand même de candidats verts en situation de pouvoir l'emporter. Ils sont souvent en binôme avec des socialistes, mais je pense qu'en regardant bien, on devrait trouver aussi des stratégies comme ça qui sont un peu à géométrie variable. Donc pour l'instant, il se marque à gauche, mais en même temps, il ne s'aligne pas à tel point qu'on peut penser, on peut dire que l'alliance entre les écologistes et les autres partis de gauche soit de la même nature que ce qu'elle pouvait être entre le PC et le PS dans les années 70 jusqu'à la rupture de l'Union de la gauche, ou sous la gauche plurielle en 97, où là, il y avait des accords de désistement, des alliances systématiques nationales, et il n'y avait pas d'exception qui était tolérée. On l'a dit beaucoup depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que bon, si les socialistes, les écologistes s'en sortent plutôt bien, c'est un peu moins vrai pour les insoumis, même si c'est plus compliqué à dire parce qu'ils étaient rarement tête de liste en dehors de peut-être de l'Île-de-France
et je crois que c'est tout d'ailleurs, où le score est plutôt honorable. Mais si l'on compare avec les intentions de vote à l'élection présidentielle, c'est plutôt le candidat insoumis, Jean-Luc Mélenchon, qui fait la course en tête, loin derrière des candidats testés, Anne Hidalgo pour le PS et Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts. Comment tu expliques ce paradoxe? Alors pour l'instant, ça demanderait de confirmer, mais enfin, ce qui est paradoxal pour un Français, pour une Française, c'est que pour nous, disons, les compétitions politiques locales, régionales, départementales et la compétition nationale sont pensées comme devant être nécessairement alignées. Elles ne l'ont pas toujours été dans notre histoire, sous la Troisième République, en particulier entre les deux guerres et sous la Quatrième République, en particulier dans les années 50, des années 60, on avait en fait très souvent des alliances bizarres, c'est-à-dire qu'on pouvait trouver des candidats ou des élus de centre droit qui s'alliaient avec la SFIO, ici, et puis ailleurs, ils étaient avec le PC. Bon, voilà. Et donc, l'unification de tout ça, ou l'homogénéisation de tout ça, a mis du temps et s'est faite en particulier du fait majoritaire qui s'est construit à la faveur de l'élection présidentielle, mais aussi à la faveur des élections législatives sous la Ve République, et cette rationalisation du parlementarisme qui a abouti effectivement à ce que deux blocs, deux systèmes d'alliance. Alors, pendant longtemps, c'était les gaullistes et les centristes, et puis de l'autre, c'était le PC, le PS, et puis les radicaux, qui étaient divisés en deux. Bon, voilà. Avait progressivement émergé et avait non seulement réussi à, on pourrait dire, passer des accords nationaux de gouvernement avec toutes les difficultés qu'on sait, mais bon, néanmoins, mais en plus avait imposé finalement un même système d'alliance partout. C'est-à-dire que l'union de la gauche, alors ça ne s'est pas fait tout de suite et facilement, mais enfin bon, aux élections de 77, pour les municipales, aux élections de 76 ou pour les cantonales, à l'époque on disait les cantonales, ça marchait et il y avait des accords de désistement. Alors il y avait une compétition qui était tolérée au premier tour et puis au deuxième tour, le candidat arrivé en tête bénéficiait du désistement de l'autre et ça ne posait pas de problème. Et on pensait finalement, là, ce à quoi on assiste, alors ça s'est renforcé depuis 2017, mais c'est déjà en filigrane dès les années 2000, et on l'a vu aussi par le fait que le PC n'a pas participé au gouvernement, ni les Insoumis en 2012, on a commencé à voir finalement des alliances différentes. À partir de 2008, par exemple, dans certaines villes socialistes, on fait alliance avec le MoDem. Ailleurs, non. Pour les élections régionales, on a aussi des premiers tours et des deuxièmes tours qui varient d'une région à l'autre. Je sais pas, ici, le PC participe à la majorité régionale, là, non. Bon. Donc, pareil pour les écologistes, etc. Donc, en fait, on est en train d'assister lentement mais sûrement, alors jusqu'à quand et jusqu'à quel point je ne sais pas, mais à une autonomisation des champs politiques territoriaux par rapport au champ politique national. Et alors l'émergence évidemment du macronisme accroît ce phénomène, puisque évidemment, alors ce qui est quand même frappant, c'est que les macronistes, on aurait pu s'y attendre, n'ont pas d'alliés locaux, donc ils n'ont pas de soutien locaux, donc du coup, les socialistes sortants ou les candidats de gauche sortants et puis les candidats de droite, ils s'aménagent, quoi. Alors bon, on a vu qu'il y avait la tentation en PACA d'une alliance avec En Marche qui a quand même eu lieu, mais qui a été immédiatement rabrouée, mais on voit bien quand même qu'il y a une tentation là de développer des stratégies particulières dans telle ou telle région. Mais quand on descend, j'allais dire, au niveau municipal, là, on constate que c'est souvent beaucoup plus souple et c'est autorisé souvent par le fait que les élus quittent leur parti en se présentant comme divers gauche ou comme divers droite et du coup se permettent finalement des alliances à géométrie variable. Il suffit de regarder aussi les municipalités communistes, ou en tout cas les zones de force du PC, où on a des concurrences aussi entre communistes. Enfin bon, ça s'est encore réitéré dans quelques cantons à l'occasion de ces départements. Et donc évidemment, on voit bien
que la lisibilité du coup de ce jeu politique local devient moins claire parce qu'on continue d'appliquer des lunettes anciennes sur des stratégies qui sont désormais en partie à géométrie variable, hein, pas totalement parce qu'il y a des éléments de régulation si on peut dire, mais bon voilà, donc je pense que c'est un élément qui s'est plutôt renforcé. J'ai comptabilisé par exemple rien que pour la gauche sur cette élection régionale. Si on laisse de côté la Corse, les Corses m'excuseront, mais c'est un jeu quand même politique qui obéit à des règles avec des partis très, très différents. Et si je laisse de côté, faute d'avoir fait le calcul, les territoires d'outre-mer, donc on a 12 régions. Sur les 12 régions, donc, le PS est allié au PC dans 9 régions sur 12. Donc, bon, il y a l'alliance traditionnelle. Les radicaux, c'est quasiment 11 sur 12. Bon. Le PS est allié au premier tour avec les écologistes d'Europe Écologie Les Verts dans 3 cas sur 12. Voilà. Dans LFI, une fois sur 12. Bon, c'est dans les Hauts-de-France où ils sont tous regroupés. Europe Écologie Les Verts est allié à la France Insoumise dans 3 régions sur 12. Ils sont seuls avec souvent Génération dans 6 régions sur 12. Donc, et pour le deuxième tour, on voit bien que ce n'est pas non plus les mêmes alliances partout qui se reproduisent. Dans certains cas, les écologistes vont rester à l'extérieur. Et pour les municipales de l'année dernière, dans les grandes villes, on a retrouvé le même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a des villes où l'alliance s'est faite, d'autres où elle ne s'est pas faite. Alors, du coup, bon. Donc, on est en train de voir une espèce de logique d'archipélisation, mais qui est aussi une façon de s'adapter à la réalité du terrain, quoi. Bon, voilà, en fonction des rapports de force territoriaux, locaux, des plus ou moins grandes connivences. Et puis du coup, ça débouche évidemment sur des politiques locales et régionales qui sont de nature très, très différente. Et ça permet aussi aux candidats sortants d'ajuster leur discours. C'est-à-dire, bon, dans telle région, on va avoir un candidat socialiste qui va marquer un discours plus écologiste. Dans d'autres, il sait qu'il y a un électorat d'agriculteurs, comme en Bretagne, assez influent. Et donc, il ne faut quand même pas trop aller sur ce terrain-là si on ne veut pas risquer un retour de bâton ou du lisier dans la cour de l'hôtel de région. Bon, voilà. Et donc, du coup, on va... Et pareil pour les écolos, dans certains endroits, justement, ils vont plutôt s'allier sur leur gauche et plutôt avec les socialistes parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Donc, bon, ça crée une certaine souplesse, mais en même temps, ça ne rend pas forcément toujours les choses faciles, justement, quand il s'agit de négocier des positions nationales, des accords nationaux. J'ai une dernière question pour toi, Frédéric. Je ne sais pas si tu as vu la une de Libération aujourd'hui. Libé pose une question. Et si ça n'était pas eux, c'est-à-dire Macron-Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, est-ce que ces élections départementales et régionales rebattent les cartes à gauche pour l'élection présidentielle, d'après toi? C'est très difficile à dire. Bon, alors, elles ont quand même un impact, alors, notamment à droite, hein, puisque ils sont pas sortis des 11, nos amis des Républicains, parce qu'ils se retrouvent avec 3 candidats qui vont sortir renforcés. Enfin, il y a des candidats à l'élection présidentielle qui vont plutôt sortir renforcés, même si en fait leur score Laurent Wauquiez, électoral. Valérie Pécresse et Xavier Bertrand? Voilà, donc bon, du coup, il y avait le secret espoir que l'élection régionale serve un petit peu à écrémer tout ou partie de ces candidats. Bon, ils sont tous, ils caracolent tout ça, alors, sauf peut-être Valérie Pécresse qui peut éventuellement faire une sortie de route. Bon, et on voit bien qu'elle est assez fébrile et elle essaye de discours très, très vindicatif, hein, pour essayer évidemment de mobiliser non seulement la droite, mais aussi l'extrême droite et les partis d'extrême droite et les secteurs du centre. Hein, bon. Bon, donc ça, c'est quand même une première clarification. On pourrait se dire aussi dire qu'Anne Hidalgo, qui a soutenu Audrey Pulvar, sort particulièrement renforcée de cette élection régionale, même si elle n'est pas directement, personnellement, évidemment, elle n'apparaît pas comme la responsable. C'était sa candidate. Mais c'était quand même sa candidate. Bon, même si, donc il y a quand même effectivement un certain nombre de conséquences. Je pense que aussi, évidemment, pour Emmanuel Macron, la stratégie,
ça pose des questions, en tout cas, de positionnement et de stratégie politique, parce que la logique aurait quand même voulu que, à l'occasion de cette élection régionale, se dessine en quelque sorte la prochaine alliance nécessaire à Macron pour pouvoir continuer à gouverner. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas très concrètement Emmanuel Macron et son parti En Marche réitérer la performance de la dernière élection, non seulement présidentielle, mais législative. C'est pas sûr évidemment qu'avec simplement le MoDem, ils réussissent à avoir une majorité absolue de parlementaires. Et donc, on pouvait penser qu'à l'occasion de ces régionales, il élargisse, disons, ses soutiens au centre. Hein. Bon, alors là, ce qui est quand même frappant, c'est que même des leaders régionaux UDI, plutôt centristes ou centre-droit, ont refusé, en tout cas ont été dissuadés d'accepter des alliances au deuxième tour avec En Marche, au risque d'ailleurs même parfois de perdre ou de ne pas gagner les régions. Donc ça, c'est quand même évidemment c'est un vrai souci, on va dire, pour le prochain de l'État. Parce que le bilan quand même de ces 5 ans pour lui, c'est que son parti est isolé. Bon, le seul allié, c'est En Marche, FSC et le MoDem. Et bon, un peu évidemment des centristes, mais il n'a pas réussi à finalement agréger ni des gens venant du centre-gauche, ni du centre-droit. Alors peut-être que s'il est réélu, il y parviendra en proposant non plus simplement quelques strapontins, mais des fauteuils de première loge, et à ce moment-là, mais ça va quand même être très, très compliqué pour lui. Donc, cette élection nous dit quand même des choses, on va dire, sur les positionnements et, je vais dire, la force respective des différents challengers ou partis politiques. Bon, voilà, et ça pèse. Après, est-ce que ça peut aller jusqu'à la une de l'IB, c'est-à-dire une élimination ou une moindre performance de Marine Le Pen d'un côté et d'Emmanuel Macron? À mon avis, ça ne pourrait avoir cet effet-là que si cette piètre performance électorale, bon, on verra si elle est confirmée au deuxième tour, parce qu'il y a traditionnellement, il y a quand même plus de participation au deuxième tour, mais ce qui ne modifiera peut-être pas les rapports de force, parce que cette mobilisation, elle peut finalement être relativement étale et égale d'un point de vue, mais on verra. Donc, s'il y avait contre-performance, ça ne pourrait affecter, à mon avis, la course présidentielle que si ça révélait éventuellement des tensions, par exemple à l'intérieur du camp Rassemblement national, une mise en cause de la candidate et de sa stratégie, et de même chez les macronistes, dans l'espace du centre droit, une velléité, par exemple pour Édouard Philippe, qu'on cajole comme on peut, ou d'autres qui se disent finalement ce président il n'est peut-être pas aussi fort et costaud qu'il le prétend, il n'est pas en situation de force, donc profitons-en. Donc voilà. Donc ça je suis incapable de dire si ça aurait été ça, mais il faudrait, j'allais dire d'une certaine façon, qu'on en passe quand même par là pour que le jeu soit perturbé. Sinon, bon, est-ce qu'on peut imaginer que d'autres candidats venant sur d'autres positionnements politiques, que ce soit à gauche ou à droite ou à l'extrême droite, puissent passer devant? Bon, je ne pense pas que Éric Zemmour ne menace sérieusement Marine Le Pen, au contraire, ou que Dupont-Aignan. Je ne pense pas non plus qu'à gauche, pour le moment, il y ait une candidature fédérative suffisamment consensuelle qui permette que cet électorat qui reste écologiste et social-démocrate et puis insoumis ou communisant ou que je ne sais comment l'appeler s'agrège. Bon, c'est pas le cas, et le problème pour l'instant pour les Républicains, c'est qu'on le voit bien, c'est qu'il n'y a pas d'espace entre à droite de Macron et à gauche de Marine Le Pen. Donc il faudrait qu'il y ait le candidat idéal, je ne sais pas lequel il est, il faudrait quelqu'un qui réussisse à faire le coup de Jacques Chirac de 95 en nous vendant la fracture sociale tout en étant de droite sociale, sauf qu'on n'est pas
en 95 et que aujourd'hui l'électorat de droite, il n'est pas du tout fracture sociale. Hein, c'est-à-dire que là pour le coup, donc bon, c'est quand même c'est quand même très compliqué. Je ne pense pas pour l'instant, en tout cas, je ne vois pas de signes qui permettent de penser que le jeu puisse se retrouver complètement perturbé. Il faut quand même voir que la position d'Emmanuel Macron, de président sortant, lui confère quand même à la fois une notoriété, un prestige, une popularité, un avantage stratégique, un accès aux médias plus continu. Alors ça peut se retourner contre lui, mais enfin bon, pour le moment, bon, donc on ne sait pas là comment va se passer. Est-ce que les Français, les électeurs vont tenir compte de ce qui s'est passé pendant la pandémie ou pas? C'est très compliqué parce que ça dépend aussi de la capacité des adversaires à justement l'utiliser puis à apparaître comme ayant pu être de meilleurs gestionnaires de la situation. Bref, tout ça est trop incertain. Pour l'instant, je continue plutôt à penser que on est plutôt sur un trend dont je ne vois pas comment on peut le contrarier. Quoi. Voilà. Merci beaucoup à toi, Frédéric. Je sais que tu as pris de ton temps précieux pour nous exposer tes analyses et je t'en remercie. Et c'est toujours un plaisir de participer, de collaborer à Regard. Et donc à la prochaine fois. Alors à bientôt. Merci, Frédéric. Au revoir.